Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour un webinaire Convergence. Donc, je me présente, Alexandrine Desourdis. Je suis directrice stratégie de programmation, initiative d'impact et relations avec la communauté à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ce matin pour un webinaire Convergence qui s'inscrit donc dans cette grande initiative qui est portée par la Chambre, la BMO et 27 partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec. Convergence, ça vise à appuyer les entreprises pour accélérer la transition verte. Et puis, en fait, on s'appuie sur plusieurs consultations du milieu pour pouvoir mettre à disposition des solutions, des services, de l'accompagnement, de la formation, toutes sortes d'éléments, et également faciliter la mise en relation entre les entreprises puis l'écosystème d'accompagnement qui est très riche également dans le Grand Montréal. Un des leviers qu'on connaît qui est très important, c'est l'aspect de formation. Et donc, aujourd'hui, à travers le webinaire, c'est un peu l'idée de vous introduire à une notion. Voilà, on a plusieurs experts que l'on reçoit à travers les webinaires. Vous pouvez revisionner les webinaires passés, puis toujours participer avec nous en direct. L'avantage d'être avec nous ce matin en direct, c'est que vous pourrez poser vos questions tout au long de la séance. On va faire une période de questions à la toute fin. Donc, il y a un espace qui s'appelle Q&A au bas de votre écran. Je vous invite à noter vos questions tout au long de la séance, puis à la fin, on aura du temps pour y répondre avec nos experts invités. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais inviter l'équipe d'LG2 qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on reçoit Marc-André Fafard, associé vice-président stratégie, et Laetitia Prideau, directrice stratégie chez LG2, tous les deux. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est vraiment fondamentale pour les entreprises aujourd'hui, qui est l'ESG, dans un monde qui est en pleine mutation. Donc, merci beaucoup, Marc-André et Laetitia, de faire cette présentation. Je vais vous céder la parole. On se revoit tout à l'heure pour la période de questions. Merci. Merci infiniment. Je vais m'assurer que tout fonctionne bien au niveau du partage. Euh, non, ça n'a pas fonctionné. Je suis désolé. La pratique, pourtant, c'était correct. Je recommence. Euh, voyons. J'ai comme un... Pourquoi ça, tantôt ça marchait? Votre écran est en pause. J'ai... Attendez. Est-ce que ça fonctionne bien présentement? Oui. Oui, parfait. Euh, Bon, ben, excellent. Donc, ben, commençons. Bon matin. Merci infiniment d'être avec nous en ce jeudi matin. Très excité de vous partager un peu notre point de vue et notre expertise sur les enjeux ESG au niveau de la communication marketing. Ben, comme on le mentionnait un peu plus tôt, on va prendre peut-être un petit 2 minutes pour se présenter. Je m'appelle Marc-André, je suis associé vice-président stratégie chez LG2 à l'agence depuis maintenant 15 ans. Je suis accompagné de Laetitia Prideau, qui est directrice stratégie aussi chez LG2. LG2, c'est un nom que vous connaissez, qui vous sonne des cloches. Vous connaissez sûrement certains de nos succès comme publicitaires au niveau avec Maxi, avec le lait, avec Belle Cause pour la cause ou même Hydro-Québec. Mais LG2, c'est beaucoup plus que ça. Je vous dirais que qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue publicitaire, c'est la pointe de l'iceberg. LG2, on est une agence d'expérience de marque qui crée le progrès en mettant la créativité au profit de la clarté, la cohérence et la création de valeur pour nos clients, pour les entreprises d'ici et d'ailleurs. En parlant de clients, on les sert sous une offre assez exhaustive au niveau de nos expertises, que ce soit au niveau stratégique, au niveau design, communicationnel ou même technologique et numérique. Bref, tous les points de contact pour nous sont importants. On est capable de créer de la valeur et du progrès en s'assurant de bâtir des expériences de marque qui sont fortes, qui sont pertinentes et qui sont cohérentes à travers le temps. On dessert une panoplie de clients, grands clients, petits clients, selon dans différentes industries, mais ce qui est important de se rappeler, c'est que tous ces clients-là ont des défis, ont des enjeux, ont des objectifs, une mission qui est claire
Et je vous dirais que depuis un certain temps, les facteurs ESG, le désir, l'ambition de se positionner dans le marché avec ces facteurs-là ont gagné en importance. Ces facteurs-là, ben, nous ont forcé à réfléchir, à réfléchir aux meilleurs moyens de positionner nos clients sur le marché d'un point de vue développement durable, d'un point de vue gouvernance et d'un point de vue social. Et c'est un enjeu au niveau ESG qui est vraiment en ce moment plus que jamais sur toutes les lèvres. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, on vit vraiment dans une époque de contradiction. Vous l'avez vu comme nous dans les dernières semaines, même mois, il y a eu beaucoup de décisions qui ont impacté le S et le G. Puis même le E, donc au niveau environnemental, on a vu des pays qui reculaient au niveau des engagements, au niveau des mesures environnementales. Puis ça crée vraiment cette contradiction-là. Malgré tout, il continue d'avoir des bonnes nouvelles, des engagements qui sont faits en faveur de l'environnement. Ne serait-ce que cette année, en début d'année, le Japon a réaffirmé le fait qu'ils voulaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Il y a une certaine résistance qui s'installe aux États-Unis pour lutter contre les mesures nuisibles. Ou alors, on voit même que l'Europe continue ses efforts en matière d'environnement, notamment avec la réduction des voitures, des véhicules à essence. Donc, il y a vraiment une dualité qui se crée. Puis, ben, ça entraîne vraiment de l'éco-fatigue. Puis, à terme, ça peut aussi amener du scepticisme, puisque justement, on a du mal à savoir, que ce soit nous en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'organisation, qu'est-ce qu'on doit suivre, qu'est-ce qu'on doit écouter, qu'est-ce qu'on doit faire finalement à l'intérieur de ce climat qui est particulièrement contradictoire. Faut savoir que ce qui est aussi encourageant et une bonne nouvelle, c'est que on voit que malgré tout, il y a un mouvement qui est bien ancré dans nos sociétés, puis que le développement durable, l'éco-responsabilité reste un critère important pour au moins 64% des consommateurs en 2025. Puis même, il y a même certains qui disent qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir accès à ces produits-là. D'un point de vue business, on voit aussi que c'est un marché qui est porteur. On parle en 2025, ne serait-ce qu'aux États-Unis, de 217 milliards de dollars pour ce marché-là. Puis les projections nous amènent à 400 milliards dans les 10 prochaines années. Donc on voit qu'il y a vraiment un engouement, puis que ce mouvement-là est encore bien ancré. Oui. Donc, ça crée vraiment une opportunité. On voit d'un côté, on vient de le voir avec Laetitia, on a des gouvernements qui ont de la misère à s'installer, d'avoir une certaine crédibilité parce qu'on fait tout et son contraire. On est exposé à tout et son contraire. Et ça affecte grandement la confiance des citoyens envers les différents paliers gouvernementaux pour être un acteur de changement positif dans la lutte au changement climatique et dans le concept de développement durable. Donc, à l'inverse, ce que ça crée pour les entreprises et les marques, bien, ça crée une opportunité de devenir un peu la gardienne de l'optimisme. Lorsque on est dans des temps incertains, un peu chaotiques, les gens vont vouloir trouver des valeurs refuges qui sont au diapason avec leurs valeurs. On vient de le voir, les gens sont encore engagés, sont même prêts à payer, dans certains cas, un peu plus cher, et ça reste des critères d'achat vraiment importants. Donc, il y a une opportunité qui se crée dans le marché pour certaines entreprises d'être cette gardienne de l'optimisme-là, que la période qu'on vit en ce moment, c'est temporaire et que les objectifs à long terme, les ambitions à long terme d'un point de vue de la société sont là pour y rester. Cependant, ce n'est pas toutes les entreprises qui, demain matin, pourront se dire, Hey, moi, je pense que je vais être capable de devenir justement cette gardienne de l'optimisme-là pour ma clientèle. Il y a certains éléments en commun qu'on retrouve dans les marques qui sont capables de jouer ce rôle-là. Le premier critère ou le premier élément distinctif de ces marques-là, c'est qu'ils sont capables d'établir leurs ambitions sur le long terme. Donc, d'avoir une vision claire qui va au-delà du prochain trimestre ou de la prochaine année financière et de garder le cap sur leurs engagements. Donc, ça fait que ce sont des marques qui sont capables de transcender le moment présent, donc la turbulence qu'on vit, on est capable de naviguer à travers, on ne change pas le cap, on s'ajuste, bien entendu, on peut réagir à l'actualité si jamais ça vient toucher
certains de nos orientations stratégiques, mais au final, c'est seulement une période de turbulence et le moment présent ne vient pas changer la trajectoire de la marque. Et un autre point en commun, c'est que c'est des marques qui sont capables d'incarner cet engagement-là de manière transversale. Pas seulement au niveau marketing, pas seulement au niveau de la communication, mais à travers toutes les facettes de l'entreprise, que ce soit au niveau de la marque employeur, de la marque citoyenne, de la marque commerciale, de la recherche et développement, des produits, des services, de la gouvernance, de leurs valeurs même. C'est des marques qui vont être prêtes à s'engager et ça permet à ces entreprises-là de s'élever au-dessus de la mêlée. Rapidement, on peut penser à des marques très engagées comme Patagonia ou Nike ou REI qui n'hésitent pas à prendre certains risques. Donc, quand on prend un engagement qui est fort, c'est clair qu'on évite de tomber dans l'indifférence qui est, je vous dirais, l'ennemi numéro un d'une entreprise ou d'une marque d'un point de vue de marketing, c'est de créer aucune réaction. Des marques en santé vont avoir des ambassadeurs, mais vont aussi avoir des détracteurs, là. Lorsque Patagonia s'engage contre la surconsommation ou REI en se disant, ben moi, la journée du Black Friday, je ferme mes magasins et j'invite les gens à aller à l'extérieur et profiter de la nature d'un point de vue de sensibilisation. C'est un engagement qui est clair, qui est très audacieux. Même chose pour Nike lorsqu'ils décident d'endosser certaines personnalités qui ont des valeurs très fortes, très opiniâtrices, si je peux dire. Ça crée des marques qui sont fortes, qui vont durer dans le temps et qui vont générer un certain capital en créant de la valeur. Parce que ce que ça fait au final, une marque engagée va être capable de créer de la valeur tangible pour l'entreprise, mais aussi pour le consommateur. Lorsqu'on parle de valeur, ben, c'est une équation qui est assez simple. Grosso modo, c'est la qualité sur le prix. Donc, si on veut augmenter la valeur perçue de notre entreprise, bien souvent, on a deux choix. Soit on va augmenter la qualité de notre produit ou notre service en l'offrant au même prix, ou à l'inverse, on peut baisser notre prix et garder le même niveau de qualité de nos produits et de nos services. Mais des marques performantes, des marques qui sont engagées, vont être capables de créer de la valeur avec des facteurs intangibles. C'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'on est capable un peu de voir et de comprendre ben, pourquoi les marques qui nous viennent en tête, lorsqu'on parle dans des marques qui sont modèles, performantes, qu'on espère copier ou s'inspirer d'eux, ben, ils sont capables de créer de la valeur et puis on ne comprend pas trop pourquoi, mais c'est ces facteurs intangibles-là qui rentrent en ligne de compte. Donc, des marques qui sont capables d'offrir un bénéfice, des fois fonctionnel, mais surtout des bénéfices émotionnels à sa clientèle. C'est des marques qui vont être capables de jouer un rôle dans la vie de ces cibles-là et de les aider à bâtir leur identité en tant que personne, en tant qu'individu, parce que qu'on choisit une marque, on décide de s'exposer avec une marque ou de faire affaire avec une entreprise précise, bien, ça dit quelque chose sur nous. Ça nous positionne d'un point de vue individuel, d'un point de vue personnel, face aux autres, face aux gens qui nous entourent sur ce côté-là. Donc, un engagement, c'est clair que je dirais 95% des gens qui sont parmi nous doivent se dire, ben moi, on prend certains engagements, on prend des décisions de notre côté, mais peut-être que vous posez la question, est-ce que c'est un engagement qui génère de la valeur au final? Donc, un engagement qui génère de la valeur, ben, c'est un engagement qui, je vous dirais, est ancré vraiment dans l'ADN et dans, même, je vous dirais, la raison d'être d'une entreprise. Et on parle d'équation, mais il n'y a pas de recette unique pour Mhm. y arriver. Ce qui est important, et je pense que ce qui est essentiel, c'est de revenir au pourquoi. Donc, pourquoi votre marque existe, la raison d'être qui va justement transcender le profit et qui va permettre justement de créer cette valeur-là. On parlait des meilleurs de la classe juste il y a quelques secondes. Elles ont toutes des raisons d'être qui vont transcender le profit, puis elles ont compris que la valeur intangible allait vraiment amener de la valeur à la fois à leurs consommateurs, mais aussi à elles-mêmes. Puis pour ça, ben, c'est sûr que c'est important que cette raison d'être-là, elle soit ancrée dans la stratégie organisationnelle, puis qu'elle puisse vivre à travers la stratégie de marque. Donc à travers, comme le disait Marc-André, votre mission, vos valeurs, votre vision, votre positionnement de marque, mais aussi à l'intérieur de vos facettes donc,
on parle de dimension de marque. Concrètement, aujourd'hui, une marque n'est pas seulement commerciale. Vous avez différentes parties prenantes, vous avez différents rôles à jouer dans la société, que ce soit auprès des citoyens, de vos clients, de vos employés. Puis c'est ça qui définit justement toutes les facettes de la marque. Puis être capable justement de faire vivre cette raison d'être-là dans vos stratégies de marque et à l'intérieur de l'ensemble des facettes, mais aussi auprès des différentes parties prenantes, c'est là où justement les marques arrivent à créer de la valeur. Puis les bénéfices sont concrets une fois qu'on a réussi à ancrer cette raison d'être à l'intérieur de la marque, ben, ça va améliorer la perception client, ça va apporter une meilleure considération, on parle aussi de loyauté. Au niveau de vos employés, ben, on va avoir un meilleur engagement. On peut parler aussi d'attraction, de talent. Puis au niveau de la société, donc des citoyens, ça peut aussi générer un sentiment de fierté, de considération, voire d'appréciation envers la marque. Mais toutes ces marques, c'est des marques, donc les marques qui ont, les plus performantes choisissent toujours la pérennité et non les tendances. Ce que ça veut dire, c'est concrètement, elles vont au-delà de l'opportunité commerciale, puis elles suivent une vision qui est long terme. Puis cette vision long terme-là, ben, elle va apporter de la cohérence. Elle va aussi renforcer la confiance envers, oui, les consommateurs, mais aussi envers l'ensemble de vos parties prenantes. Donc, ça va créer une stabilité. Puis lorsqu'on choisit justement cette pérennité-là, ben, c'est sûr, ça demande du courage pour les marques. Ça va demander des engagements, ça va demander de prendre des risques qui sont calculés, mais qui vont permettre justement de vous faire remarquer, de sortir un peu du bruit ambiant et de vous faire remarquer pour la bonne chose. La clé, en fait, et la question qu'on doit se poser quand on prend un engagement de marque, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à tenir cet engagement, peu importe le prix. Puis c'est la question la plus difficile à répondre. Puis la pérennité, ben, ça va être essentiel parce que justement, dans le contexte de la loi C-59, peu importe que ce soit un particulier, une entreprise concurrente, que ce soit une organisation, peut vous demander de justifier les allégations environnementales que vous communiquez. Donc c'est pour ça qu'on parle d'inversion de la charge de preuve. Vous allez devoir prouver vos actions. Donc ce que vous dites repose sur des actions concrètes. C'est pour ça que quand on choisit la pérennité, ben, ça nous demande d'avoir une vision long terme, ça nous demande d'avoir un plan d'action et de réaliser des actions concrètes étape après étape pour pouvoir justement communiquer sur des actions qui ont de l'impact. Communiquer sur nos actions qui ont de l'impact, je dirais que c'est le mot-clé, comme comment on est capable de faire réagir, de créer un changement de comportement chez nos parties prenantes, chez notre clientèle, surtout quand, là peut-être que ça va être une surprise pour plusieurs d'entre vous, mais au final, en ce moment, les consommateurs restent quand même indifférents aux actions que vous posez. C'est pas parce que c'est pas important pour eux, pas parce qu'ils trouvent que c'est déconnecté de leurs valeurs, mais en ce moment, la manière, je dirais, générale que les entreprises communiquent leurs efforts ESG à leurs consommateurs, ça n'arrive pas à percoler. Ça n'arrive pas à créer un changement de comportement chez les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui sont penchées sur le sujet, puis les conclusions sont assez claires. Les gens ont de la misère à distinguer les organisations sur la base de leur performance en développement durable. Donc, l'entreprise A qui s'engage à poser ou à s'améliorer sur le point 1, 2, 3, 4 versus l'entreprise B qui fait peut-être un peu moins, mais dans l'œil des gens, on n'a pas les références, on n'a peut-être pas l'information ou même la connaissance pour dire, ah ben, l'entreprise A est meilleure que l'entreprise B, donc la prochaine fois, je vais choisir l'entreprise A. En ce moment, il y a un flou. Pourquoi? Ben, principalement parce qu'on voit une tendance dans la manière que les entreprises communiquent leurs efforts, c'est qu'on parle beaucoup de nous-mêmes. On va dire aux gens, voici ce qu'on fait de bien, voici les améliorations qu'on va faire, voici les engagements qu'on va prendre dans le futur. Mais les consommateurs ont la misère à faire la transition vers, OK, parfait, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça va changer ma vie? En quoi ça va améliorer ma vie? Donc, il y a une posture mentale qu'on doit changer lorsqu'on décide de communiquer nos efforts, c'est d'arrêter d'uniquement de dire ce que nous faisons de bien, mais plutôt de passer à une posture où on va aider les gens à être et à faire mieux eux-mêmes. Donc, de transformer nos engagements
en bénéfices concrets, en rôle qu'on va être prêt à jouer dans leur vie ou en les aidant à bâtir leur identité comme étant des citoyens qui ont à cœur l'avenir, l'environnement et le futur de leur société, de leur vie. Donc, c'est un changement de cap qui est assez majeur, mais qui est extrêmement bénéfique au final. Donc, c'est clair que vous demandez, OK, parfait, je suis d'accord, mais comment je m'y prends? Est-ce que vous avez des trucs à me donner? Oui, on est là pour ça. On s'est penché sur la question. On va vous proposer un outil, un modèle de justement de réflexion qui s'applique à l'ensemble des entreprises, peu importe la taille de votre organisation. C'est une réflexion qui va pouvoir vraiment alimenter l'évolution de votre discours ESG, de vos engagements que vous allez faire. On s'est basé sur un modèle qui est universel, qui est connu, qui s'appelle le modèle de l'archétype de marque, grosso modo, qui a été développé par des psychologues d'il y a environ une trentaine d'années. Et la théorie derrière, c'est que les gens, ben, les marques sont comme des individus, des gens. Les marques ont une personnalité, agissent d'une certaine manière, posent certains gestes, pensent d'une certaine façon. Et on est capable de cadrer ou de placer l'ensemble des entreprises, des marques dans un des 12 archétypes existants. Donc, ça part du créateur en allant vers l'explorateur ou le rebelle. Nous, ce qu'on a décidé de faire, Laetitia et moi, c'est ben, ici, on crée 5 archétypes pour les marques qui sont engagées dans des enjeux de développement durable. Qu'est-ce que ça donnerait? Donc, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, 5 archétypes différents que vous allez pouvoir réfléchir à appliquer, lequel correspond mieux à mes valeurs, à mon entreprise, à mes engagements. Donc, on va vous les passer un après l'autre. Le premier, qui est l'archétype, je vous dirais, le plus évident, qui est la marque militante. Donc, c'est des marques qui n'hésiteront jamais à prendre position sur les enjeux environnementaux. Ils vont le faire avec conviction. Ils vont s'engager, ils vont être vocables, ils vont écrire, ils vont dire, ils vont dénoncer, justement pour provoquer ces transformations durables-là. Donc, ils vont remettre en question le statu quo, ils vont dénoncer les pratiques nuisibles, développer des pistes de solutions. C'est des marques qui vont questionner leur propre industrie, qui vont mettre la lumière sur ce qui ne fonctionne pas dans leurs industries et s'engager à être une solution à ces problématiques-là. Donc, ils vont vraiment plaider en faveur de nouveaux standards beaucoup plus durables. L'exemple qu'on veut vous présenter ici, qui est l'exemple de la banque Allen, qui est une banque qui est située en Finlande et en Suède. Une banque qui a beaucoup de clients commerciaux dans le domaine de la pêche. Donc, en étant proche de la mer Baltique, il y a beaucoup de clients commerciaux qui œuvrent dans cette industrie-là. Et cette clientèle-là a un grand problème. Ben, la mer Baltique est extrêmement polluée et la population de poissons est en forte diminution. Euh, c'est une banque qui a des valeurs très progressistes. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire en partenariat avec Ernst Young pour s'assurer de l'authenticité et de la véracité de leur solution, ont décidé de développer un outil qu'ils ont appelé l'index Balun. Donc, le principe est très simple mais très efficace. Ils ont été capables de trouver un algorithme qui permet de calculer l'impact environnemental de chaque transaction qu'un client de la banque va effectuer. Et lorsque le client reçoit à la fin du mois sa facture, en plus d'avoir le montant à payer, on a la consommation en CO2 que le client a généré à travers ses achats mensuels. Et à la fin de la facture, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on nous propose des moyens un peu d'annuler l'impact qu'on a, que ce soit en nous suggérant, par exemple, de faire 30 km de vélo, en donnant une cause ou peu importe. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est la transparence, c'est l'audace aussi de la banque et sa grande générosité. Parce que cet outil-là, Allen Bank le rend disponible à ses compétiteurs justement pour que l'industrie s'améliore d'un point de vue développement durable et développe un peu de meilleurs réflexes sur ce côté-là. Donc, ce qui est important de se rappeler de ce cas-là, c'est l'engagement qu'ils ont décidé de prendre, de militer pour avoir une industrie, pour avoir qui est beaucoup plus verte, beaucoup plus durable et respectueuse de la société, de l'environnement.
et le partage aussi de la solution à la compétition pour créer un effet de mouvement. Le deuxième archétype, c'est la rassembleuse. Donc ici, on a des marques justement qui prennent le rôle d'inviter les citoyens à poser des actions concrètes, à générer un impact collectif. Donc on mise vraiment sur l'intelligence collective, l'action concrète. C'est aussi des marques qui souhaitent inspirer, qui souhaitent être inclusives pour que le maximum de gens puissent participer. Puis au niveau de leurs actions, elles peuvent être multiples. Je pense notamment à des initiatives de sensibilisation, donc sur des sujets plus ou moins précis, plus ou moins larges, qui peuvent justement aider à faire prendre conscience, puis aussi poser des actions. Ça peut être juste l'activation, la mobilisation citoyenne également. Ou encore, on peut penser à la mise en place ou la création de plateformes collaboratives qui peuvent justement permettre aux gens de se mettre ensemble et d'adopter ou faciliter l'adoption de comportements. Ici, on a voulu vous montrer l'exemple d'Hydro-Québec. Il y a un enjeu, c'est que Hydro-Québec doit doubler la capacité de production d'électricité d'ici 2035 et 2050. Ce qui est important, c'est de voir en fait comment on est capable de démontrer que justement, il y a un enjeu de consommation, notamment lors des pointes de consommation en hiver. Donc, c'est des concepts qui sont très compliqués, qui sont aussi assez techniques. Donc, il fallait être capable de sensibiliser sur le sujet en démontrant comment l'action répétée en fait de l'ensemble du Québec avait un impact sur la surcharge du réseau et donc pouvait poser des enjeux. Donc ici, c'était vraiment de démontrer comment tous ensemble, on est capable de faire des petits gestes. Puis ça présentait aussi le lancement d'un tarif dynamique qui permettait justement de faire des économies. Donc ici, c'était vraiment de mettre le citoyen au cœur, de démontrer l'action concrète. Puis ça a été quand même un succès puisqu'il y a plus de 300 000 participants, donc foyers participants. Puis l'augmentation aussi l'amélioration de la compréhension de cet enjeu-là a été vraiment améliorée après cette initiative. Le troisième archétype, c'est l'innovatrice. Donc ici, on a des marques qui, justement, ont décidé de transformer leurs engagements ESG en une force différenciatrice. Donc l'idée, c'est de développer donc, des nouveaux produits, des nouvelles solutions, d'avoir quelque chose de très tangible pour le consommateur. Donc on est souvent sur des marques très avant-gardistes qui vont aussi à la recherche de solutions concrètes, souvent disruptives dans le marché. Puis on peut penser justement à des produits, donc l'optimisation de produits durables, mais aussi la mise en marché de nouveaux produits et services basés vraiment sur les motivations, besoins, problèmes des consommateurs. L'exemple qu'on voulait vous montrer, c'est l'exemple de Renault, qui est un constructeur automobile en Europe. Ils construisent, bien sûr, comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui, des véhicules électriques. Ils auraient pu décider de juste faire la promotion des véhicules électriques. Ils sont allés complètement ailleurs. Ils se sont aperçus qu'on avait beau promouvoir les véhicules électriques, si on ne peut pas les charger, on a un enjeu. Puis c'est un frein qui était fondamental dans l'achat de véhicules électriques. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de créer une application. On peut l'appeler le Airbnb de la plug. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on met en relation des gens qui ont une borne chez eux disponible et des gens qui cherchent justement, qui se baladent en France et qui peuvent avoir besoin, en fait, dans des villages isolés ou dans des zones isolées, d'avoir recours à ces bornes. Donc, c'est vraiment monétiser finalement l'utilisation de cette borne-là. Puis, les particuliers peuvent choisir. C'est vraiment très flexible comme application. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont rendus compte que cette application pouvait aussi être bénéfique pour les petits commerces dans justement les villages et les zones un peu plus isolées. Ça pouvait leur faire un complément de revenus. Donc, en fait, on incite les petits commerçants à installer une ou plusieurs bornes et à justement monétiser cet outil pour ben, faire un détour déjà dans le village, mais aussi ben, générer des revenus pour le commerçant. Donc, vous voyez, Renault s'est vraiment mis en solution concrète pour le consommateur. Il n'a pas voulu juste promouvoir, mais vraiment arriver comme une solution pour le conso. Le quatrième archétype, l'authentique. Donc ici, on est sur des marques où leur modèle d'affaires est ancré dans les critères ESG. Donc, ils sont nés souvent pour justement mettre en valeur leurs engagements sociaux ou environnementaux. Euh,
concrètement, c'est des marques qui sont très transparentes, très intègres, crédibles aussi dans ce qu'elles font. Elles ont le modèle d'affaires qui est intrinsèquement durable. Elles ont beaucoup de certifications. Puis, ben, elles, au quotidien, elles participent justement à changer puis à aider les consommateurs et les citoyens à être meilleurs, à réduire l'obsolescence, par exemple. Ça peut être un des exemples. Puis, ici, elles aussi, elles doivent parler de leur engagement. Donc, on a choisi de vous présenter l'exemple du Fonds de solidarité FTQ. Donc, c'est une marque qui est profondément engagée justement pour le soutien de l'économie locale. Ce qu'ils ont décidé, en fait, c'est de démontrer leur impact. Au lieu d'utiliser juste un document PDF, l'idée, c'était de vraiment de démontrer comment leur engagement était fait par rapport à l'économie durable, mais aussi l'économie québécoise. Et ils ont décidé, en fait, on a vraiment décidé avec eux de sortir l'information intéressante, de le rendre dynamique, beaucoup plus dynamique qu'un PDF, fragmenter l'information sous forme de vidéos, sous forme d'articles pour être capable justement de faire ressortir le meilleur puis d'intéresser les gens. Donc de rendre l'information accessible pour pouvoir justement communiquer cet impact. Et le dernier archétype qui est la marque visionnaire, qui sont des marques qui sont vraiment en avance sur leur marché, qui vont communiquer leurs engagements à long terme. Donc, ils vont être capables un peu de guider leur secteur vers un futur un peu plus durable en montrant la voie à suivre. C'est des marques qui, de facto, vont être très inspirantes, qui vont faire preuve d'ambition, très engagées aussi, et qui vont être très stratégiques. Parce que lorsqu'on se dit, ben, en 2030, 2040, voici à quoi on aspire, si on ne veut pas créer un certain cynisme, ben, faut faire des choix très stratégiques dans la manière de dire les choses et quels éléments on va être capable de communiquer. Donc, c'est des engagements qui vont être très ambitieux, mais qui vont être mesurables. Donc, la mesurabilité des engagements est importante et d'être capable de manière assez fréquente, de démontrer, de communiquer les efforts accomplis, les étapes qui ont été franchies et surtout qu'est-ce qui reste à faire. De ne pas dire, voici c'est une finalité, on a réussi, mais de démontrer que c'est un travail en continu et qu'on travaille vers un objectif qui est beaucoup plus axé sur le long terme. L'année dernière, les producteurs de lait du Québec ont décidé d'incarner l'archétype de la marque visionnaire en communiquant, en créant une campagne autour de leurs objectifs de carboneutralité. Donc, d'ici 2030, les producteurs de lait du Québec s'engagent à être carboneutres. On aurait pu attendre en 2029 avant de le communiquer, mais on a décidé de le faire dès maintenant parce que les engagements étaient sérieux. La démarche avait été extrêmement rigoureuse et le chemin à parcourir était extrêmement clair. Sans ces éléments-là, jamais on se serait commis à communiquer pratiquement 5, 6 ans en avance de l'objectif sur ces enjeux-là. Donc, ça nous a permis justement d'éduquer, de mobiliser, créer vraiment un élément de fierté et on espère que différentes autres organisations du monde agricole vont être capables de suivre la voie des producteurs de lait. Donc, on a vu beaucoup d'exemples dans les slides précédentes, mais je vous dirais qu'avant qu'on passe à la période de questions, des éléments à garder en tête. La première chose, ben, n'oubliez jamais que vous ne parlez pas des scientifiques ni à des gens d'affaires. On parle à monsieur, madame, tout le monde. On parle à nous, on parle à nos parents, on parle à nos amis. Donc, le jargon très scientifique, très data, il faut absolument le traduire dans un langage ou dans des exemples que les gens vont comprendre et vont être capables de s'y associer et de s'y refléter. Ça passe par le consommateur. Donc, n'oubliez jamais, il faut arrêter uniquement de dire ce qu'on fait de bien, mais de transposer ces efforts-là en bénéfice pour les consommateurs, en jouant un rôle dans leur vie ou en les aidant à bâtir leur propre identité en tant que citoyen. Il faut penser à long terme et agir à court terme. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir une vision, un plan qui dépasse le 1 an, le 2 ans, mais qui s'échelonne dans le temps, mais de ne pas laisser ça un peu sur le rond de poil en arrière, mais d'agir à court terme de manière assez fréquente. Et ne pas oublier que le progrès est un peu l'ennemi la perfection est un peu l'ennemi du progrès. Si vous attendez que tout soit parfait, que tous les objectifs soient remplis et qu'il n'y ait aucun risque, vous allez rester sur place. Donc, oui, bien entendu, il faut faire ses devoirs, il faut s'assurer qu'on communique les bonnes choses aux bonnes personnes de la manière la plus juste possible, mais il ne faut pas attendre que tout soit parfait
avant de prendre action. Et prendre action, ben, c'est le point numéro 5, les actions avant les mots. Les exemples qu'on vous a montrés, ce sont tous des entreprises, peu importe leur échelle, peu importe leurs industries, qui ont décidé de passer de la parole aux actes. Donc, qui ont posé des gestes concrets pour appuyer leurs propos ou pour aider l'avancement de leurs engagements. Donc, ça, c'est vraiment le mot d'ordre à se rappeler au final. Merci infiniment de votre attention ce matin. Très heureux d'avoir eu l'opportunité de vous partager le contenu, Laetitia et moi. Donc, on passerait à la période de questions. Merci énormément, Marc-André Laetitia, pour cette présentation-là. Il y a plusieurs éléments qu'on retient, puis notamment l'importance d'avoir une démarche qui est authentique aussi à travers cette stratégie-là, de voir aussi le long terme. Donc, plusieurs éléments. On va pouvoir revenir aussi sur quelques-uns d'entre eux. Donc, si vous n'avez pas déjà écrit vos questions dans l'espace Q&A, je vous invite à le faire. On va prendre quelques questions du public. Mais je vais commencer déjà avec une première question parce que, bon, le contexte actuel géopolitique est très changeant. On entend toutes sortes de choses par rapport à des changements de posture de certaines entreprises sur leur stratégie. Puis justement, quand on parle de long terme, ben, c'est peut-être pas nécessairement des fluctuations dans l'année actuelle ou dans les 5 prochaines années qui devraient nécessairement dicter notre stratégie, mais définitivement, ça a un impact. Donc, comment on pourrait guider une entreprise justement qui se questionne par rapport à sa posture dans ce contexte actuel qui est très changeant, puis où on a des partenaires d'affaires, par exemple à la frontière du Sud, qui changent aussi leurs orientations. Comment on jongle avec Mm, ça? Puis comment on mm, choisit cette mm. nouvelle posture? Laetitia, est-ce que tu veux y aller? Puis... Ben, c'est super intéressant, puis je pense que c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. C'est difficile de savoir quoi jongler, quoi suivre. Je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est toujours se ramener à qui on s'adresse, puis quelles sont nos parties prenantes, c'est quoi qui est important pour eux. Donc, est-ce que justement, au niveau des valeurs, au niveau des critères de choix, qu'est-ce qui est important? Est-ce que justement l'environnement reste un critère de choix. On l'a vu dans des éthiques qui sont plus génériques, mais posons-nous la question nous-mêmes dans notre entreprise pour savoir si justement c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. C'est sûr que d'avoir une vision plus long terme, notamment d'avoir une vision beaucoup plus pérenne, ça va aussi apporter de la cohérence. Puis je pense que quand dans un environnement qui est super changeant, on a du mal à savoir où se raccrocher, mais d'avoir cette cohérence, renforce une confiance. C'est ce dont on parlait un peu dans la présentation, qui va justement amener les gens à se raccrocher justement à l'entreprise, puis vouloir suivre et continuer d'investir dedans. Donc, Mhm. c'est ça. Exact. Il y a aussi une question de gestion de risque qui est Mhm. intéressante à l'intérieur, mais dans les deux sens. Le risque de communiquer ses efforts ESG et de continuer ses engagements. euh, il y a peut-être certaines clientèles qui vont peut-être être rebutées par rapport à ça, mais à l'inverse, on l'a vu, les données démontrent que les citoyens, encore une fois, ben, leurs valeurs n'ont pas nécessairement changé. Mhm. Les gens sont prêts à continuer d'encourager avec leur portefeuille les entreprises qui s'insèrent dans leurs ensembles de valeurs personnelles. Et on l'a vu que le développement durable, l'écologie, l'environnement, ça reste fondamental pour beaucoup de clients. Ça reste un critère de décision qui est en haut de la liste. Donc, les entreprises qui vont arrêter de le faire, ben, l'effet peut être assez dramatique pour ces gens-là. Et à l'inverse, les entreprises qui, malgré les tumultes, malgré l'intempête, continuent de s'engager, de communiquer là-dedans, le vent d'en face, ben, le gain en capital par rapport à cette clientèle-là va être assez majeur. Donc, on a parlé tantôt de considération augmentée, de loyauté, mais dans ce contexte-là, ces métriques-là vont vraiment gagner en importance et s'améliorer. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que ça amène aussi une belle réflexion des dirigeants, des gestionnaires sur l'état de leur situation, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs stratégies pour agir avec cohérence, puis justement bien connaître aussi leurs parties prenantes puis leurs intérêts.
pour Mhm, s'aligner avec ça. Merci beaucoup pour ces pistes-là. J'ai une question ici d'un participant qui nous demande, donc, quels sont les risques potentiels à trop communiquer sur nos initiatives? Puis, Marc-André t'amenait dans le point 5 là, dans les takeaways à la fin, mhm, cette idée là, de les actions avant les mots. À partir de quel moment on commence à communiquer? À quel moment ça devient trop de communication sur nos actions? mhm. Comment on dose? Ouais. Ben, premièrement, il faut se poser la question au niveau de le degré de maturité de l'entreprise envers ses engagements. Donc, si on a une feuille de route qui est claire, que le futur, les prochaines étapes à entreprendre sont bien définies, on considère qu'une entreprise est assez mature pour pouvoir communiquer ses engagements. Là, après ça, la question, trop communiquer, pas assez communiquer. Je crois qu'on ne communiqué, on ne communique jamais assez ses efforts au niveau ESG, mais il faut amener une certaine variation. Il ne faut pas créer d'usure non plus. Il faut varier un peu les sujets, les messages clés par rapport à ça. Donc, ça, il y a quelque chose qui est important. Si ces entreprises-là, à même leur modèle d'affaires, à même leur modèle d'affaires ou leurs produits et services, les facteurs ESG sont intégrés, ça va pouvoir demeurer, ces messages-là vont pouvoir être demeurés en haut de la liste. Mais par exemple, pour une entreprise qui démarre justement une démarche en ce sens-là, mais que d'autres critères de sélection qui les démarquent dans le marché, à ce moment-là, ben, c'est de choisir à quel moment on doit parler du sujet X, à quel moment on doit parler du sujet Y et surtout à quelle cible. Donc, il y a ça aussi qui est important de le mentionner et ne pas oublier que les entreprises qui sont modèles en la matière, qui ont des engagements très forts, ils ont la capacité de mobiliser leurs employés pour que chacun d'eux devienne des ambassadeurs. Parce qu'on le voit avec les générations, surtout les générations un peu plus jeunes, euh, ils recherchent un employeur, un travail qui va leur donner du sens, puis qui va être en adéquation avec leurs valeurs. Donc, si vous communiquez, ça ne sera jamais assez pour vos employés. Donc, il y a ça aussi qui est à retenir. Puis j'ai envie d'ajouter aussi que quand on parle de communiquer, puis en effet, je suis pas sûre qu'il y ait de trop ou pas assez, mais ce qui est important aussi, c'est quand vous vous positionnez comme une solution pour vos Mhm. clients, en tant qu'employeur, mais aussi dans votre rôle en tant que agent corporatif pour la société, c'est comment vous venez en aide aux gens, comment vous faites que justement vous pouvez les supporter dans leur volonté, dans leurs valeurs, dans leurs intérêts. Puis à ce moment-là, ben, la communication prend un nouvel angle aussi. Vous venez en aide aux gens. Donc forcément, ben, les gens peuvent être plus à même à vouloir écouter puis à vouloir justement en apprendre plus sur cette solution-là. Hmm. C'est vraiment intéressant que vous apportez plusieurs angles parce qu'effectivement, c'est la communication, ça se fait à travers toutes nos parties prenantes, donc même les employés, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes aussi, qui incarnent ces valeurs-là de Mhm. l'entreprise puis qui deviennent aussi des ambassadeurs quand les actions sont vraiment alignées avec ce qu'on veut projeter aussi à l'extérieur. Je pense que toute cette notion de est-ce qu'on communique trop, pas assez, je comprends que ça peut être une réflexion pour les entreprises, mais après ça, c'est plutôt le comment on le fait. Mhm. Puis donc, d'expliquer aussi comment les gestes qu'on pose ont un bénéfice pour l'utilisateur ou le client ou peu importe la personne qui le reçoit, avant de nécessairement avoir une approche qui est seulement répétitive là, sur Exact. ce qu'on fait. Oui. Très intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser peut-être une ou deux dernières questions. Mhm. Justement, on a parlé de la loi C-59. Les entreprises sont peut-être pas encore très familières avec toute cette loi-là, les dispositions et tout ça, pour se conformer. Comment LG2 peut aider dans cette démarche-là? Comment vous pourriez accompagner des entreprises ou pourriez référer les entreprises qui voudraient justement mieux se conformer à la loi? On, euh, On n'est pas, on veut pas se positionner justement comme consultant en critères ESG, mais beaucoup plus dans l'accompagnement dans ce qu'on fait avec nos clients au quotidien. Donc, on a vraiment développé justement cette réflexion-là, justement avec le contexte de la loi C-59, puis de voir en fait comment on peut les mieux les accompagner dans toute l'expérience qu'on a en termes de marque, en termes de communication, donc même en termes de stratégie, pour être capable justement de trouver les bons messages puis aussi, comme tu disais, la bonne façon
façon de le faire. Puis pour ça, ben, il y a toute une réflexion qui est faite sur le niveau de maturité de l'entreprise, sur les actions qu'elle a commencé et les engagements qu'elle a commencé à prendre pour savoir, ben, OK, est-ce qu'on est capable de communiquer maintenant? Qu'est-ce qu'on peut communiquer maintenant? À quelle intensité on le communique? Donc, toutes ces réflexions-là, on accompagne nos clients vraiment au quotidien là-dessus, là, pour vraiment trouver le bon moyen, le bon message. C'est très bien. Puis je pense que ben, justement, d'avoir quelqu'un pour se faire accompagner, c'est toujours une excellente plus-value dans des questions comme celle-là. Si jamais aujourd'hui on a des entreprises qui commencent à se poser ces questions-là, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander, là? On a la présentation qui a allumé peut-être quelques questions déjà. Est-ce qu'il y a des outils ou des éléments sur lesquels on voudrait les lancer pour aller plus loin dans la réflexion? Est-ce que vous pensez à des outils ou des références qu'on devrait consulter? Excusez pour le mal de cœur, tout le monde, mais je veux revenir à ça ici. Je vous Oui. dirais que la première étape, là, c'est vraiment de se demander, d'essayer de cartographier ce que vous voyez à l'écran avec vos informations, de parfait à travers ma stratégie organisationnelle, la place que les facteurs ESG occupent dans mon plan stratégique ou ma stratégie organisationnelle, est-ce que c'est central ou est-ce que c'est secondaire? Il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. En passant, là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout dépend de votre modèle d'affaires, de vos valeurs, mais l'important, c'est minimum d'avoir un certain engagement. Et après ça, de voir, OK, mais à travers ma stratégie de marque, ma mission, ma vision, mes valeurs, mon positionnement, est-ce que, de quelle manière je pourrais donner vie à mes engagements de manière commerciale, au niveau de ma dimension de la marque employeur et citoyenne? Je vous dirais que c'est la première étape à le faire et aussi de se poser la question, euh, quelle action je serais prête à prendre? Puis, c'est pas obligé d'être des actions à très, très grand déploiement. Des fois, ça peut être simplement au sein de votre communauté, au sein de où vous êtes établi, votre bureau chef est dans telle communauté. Mais parfait, qu'est-ce que je peux faire? Là, ça peut être à très petite échelle pour commencer. Puis après ça, ben, on est capable de grandir un peu plus le cercle d'influence par rapport à ça. Mais je vous dirais que c'est de respecter qui vous êtes en tant qu'entreprise et de ne pas essayer d'en faire trop dès le départ. Si vous en faites trop dès le départ, euh, C'est parfait. vous allez sûrement vous tanner, vous allez vous éparpiller, ça va manquer de clarté. Donc, d'y aller par petits pas, puis un pas en avant, c'est mieux que le statu quo dans tous les cas. Merci énormément pour cette réponse-là. Je pense que ça nous amène déjà d'autres belles pistes pour poursuivre la réflexion. Puis j'aime que tu apportes aussi comment une entreprise s'inscrit dans son environnement local avec la proximité Mhm. de d'autres entreprises, dans la proximité avec aussi les gens qui gravitent autour de nos bureaux physiquement même, pourquoi pas. Donc c'est très, très important aussi de penser à cet impact-là qui est direct. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait pour les questions aujourd'hui. La présentation d'aujourd'hui donc va être partagée en rediffusion. Vous avez aussi, oui, les coordonnées de Marc-André et Laetitia à la toute fin. Et puis, ben, pour ceux qui seraient curieux de poursuivre leur réflexion avec d'autres outils, d'autres contenus, on a donc des balados, des webinaires, des activités d'affaires, plein de choses qui sont proposées sur convergence.ca. Donc, n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans notre calendrier. Merci énormément, Marc-André Laetitia, pour cette Merci. présentation. Puis bonne journée à tous. Merci. Merci tout le monde. Au revoir.